Imaginez un instant, on est en 2030. La grande guerre nucléaire, celle qu'on a tous redoutée, a eu lieu et a tout dévasté. Les bombelles ont arrêté de tomber, mais ce n'est pas fini, non. Les retombées radioactives continuent de tuer, silencieusement. Et puis, au milieu de ce chaos, une invention, une seule, va tout changer. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble l'histoire de cette technologie, l'antinucléus. Alors pour bien comprendre, il faut se mettre dans l'ambiance. On est en 2030. Officiellement, les combats sont terminés. Mais la paix qui s'installe est une paix empoisonnée. L'hémisphère nord, là où tout s'est joué, est maintenant étouffé, littéralement, par des nuages radioactifs qui rendent la vie quasi impossible. Mais comment on en est arrivé là ? Eh bien, tout s'est enchaîné à une vitesse terrifiante. Ça a commencé avec une attaque sur Kiev, puis ça s'est propagé comme une traînée de poudre à travers l'Europe. La riposte, elle, a été immédiate, foudroyante. Et en un clin d'œil, ce qui était un conflit régional est devenu un échange nucléaire planétaire. On part de plus de 2000 bombes. Et les conséquences ? C'est un effondrement total du système. Plus de communication, l'industrie à l'arrêt complet. C'est un retour forcé à une économie de survie. Des millions de gens, qu'on appelle les réfugiés nucléaires, sont obligés de fuir vers le sud. Et tout ça avec la menace permanente que les combats le prennent à tout moment. Mais au-delà des infrastructures, ce qui est le plus terrible, bien sûr, c'est le coût humain. Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas pu partir, l'horreur ne faisait que commencer. Pour les gens qui sont restés, la réalité est un cauchemar absolu. Des cancers, des maladies de peau atroces qui leur donnaient, paraît-il, une apparence de zombies. Les cultures étaient contaminées, donc la famine s'est installée partout. Chaque jour, des centaines de personnes mouraient, simplement à cause des radiations. Et pourtant, c'est souvent au cœur du désastre que naît l'espoir. Une solution technologique complètement inattendue va émerger, portée par un homme, le père Jean-Jacques Proto. Alors, l'antinucléus, c'est quoi au juste ? Il faut s'imaginer un gaz révolutionnaire. Un gaz qui n'est pas lâché n'importe comment, non. Il est diffusé par des millions de nanorobots qui vont, en quelque sorte, manger la radioactivité dans l'air. C'est un antidote climatique, si on veut, dont le seul but est de rendre l'atmosphère à nouveau saine. Et le personnage de l'inventeur est fascinant. Jean-Jacques Proton, lui, ne cherchait ni la gloire, ni l'argent. Son but était purement humanitaire, sauver ce qui pouvait encore l'être. Mais il savait, il était lucide. Il savait que son invention allait attiser toutes les convoitises. Et il avait raison. C'est là que l'histoire prend un virage vraiment intéressant. Parce que ce remède qui aurait pu sauver le monde entier va être confisqué et transformé en une arme stratégique par un seul et unique pays. La décision du gouvernement français est sans appel. L'antinucléus devient un monopole d'État. La technologie est immédiatement placée sous le contrôle de l'armée. Et surtout, interdiction formelle de la diffuser hors des frontières tant que le conflit n'est pas totalement terminé. Et là, les conséquences sont immédiates. On se retrouve avec deux mondes parallèles. D'un côté, il y a la France, qui redevient une sorte de sanctuaire, une oasis d'air pur où la vie peut reprendre son cours. Et de l'autre, eh bien, il y a tous les autres, les voisins, les adversaires, qui continuent d'étouffer dans ce cauchemar radioactif. Et l'inventeur dans tout ça, Jean-Jacques Proton. Pour protéger son savoir, pour éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains, il est lui-même mis sous clé. Enfermé dans un centre de recherche de haute sécurité. Il est devenu un prisonnier, coupé du monde, avec pour seule obsession le manque de sa famille. C'est à ce moment-là que la France, dirigée par le président Maxime Léminus, décide de jouer sa carte maîtresse. Utiliser cet avantage technologique unique, non pas pour écraser l'ennemi, mais pour mettre un point final à la guerre. Et voici le chiffre qui va tout déclencher. Il faut bien comprendre la situation. La Russie, privée d'antinucléus, est à l'agonie. Sa population s'est effondrée, pour tomber à moins de 10 millions d'habitants. Le pays est tout simplement au bord de l'extinction. Face à cette hécatombe, le président Léminus pose un ultimatum aux dirigeants russes. L'offre est aussi simple que brutale, la survie contre la reddition. En clair, des doses massives d'antinucléus pour l'atmosphère russe, en échange d'une capitulation totale et inconditionnelle. Et c'est comme ça qu'on arrive à la fin du conflit. C'est la fin de cette guerre, oui, mais c'est aussi le début d'autre chose, le commencement d'une nouvelle ère de désarmement, une ère forcée par une technologie de guérison. Le processus a été très clair, en 4 étapes. D'abord, l'offre française. Ensuite, la capitulation du leader russe qui n'avait de toute façon plus le choix. Puis, la diffusion du fameux remède en Russie. Et enfin, l'étape la plus spectaculaire, la destruction complète de tout l'arsenal nucléaire russe. Ça a créé un précédent tel que les autres puissances ont commencé à suivre le mouvement. Toute cette histoire nous laisse avec une question assez vertigineuse. Une technologie qui peut guérir, mais dont le monopole permet de dicter les conditions de la survie d'une nation entière, est-ce qu'on peut encore parler d'un outil de paix ? Ou est-ce que ce n'est pas, au fond, la forme la plus absolue, la plus redoutable de l'arme ultime ? C'est tout le paradoxe de ces innovations qui peuvent faire autant de bien que de mal.